Je peux vous nourrir, vous habiller, vous abriter. Je peux vous fournir du papier, du carburant, du plastique. Je peux même vous soigner et vous éclairer. De mes racines à mes fleurs, j'excelle dans tout ce que je fais. Un jour, des hommes ont tenté de me faire disparaître. Ils ont prétendu que j'étais dangereux, mais j'étais juste trop généreux. Heureusement, d'autres hommes ont continué à croire en moi. À l'heure où notre chère planète s'épuise, je deviens plus que jamais nécessaire à notre avenir. Alors, utilisez-moi sans limite. Je suis le chanvre. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue et merci pour votre présence dans ce premier congrès international du chanvre en France. Ce congrès, nous l'avons imaginé et souhaité avec tous les membres de la filière il y a 2 ans. Je suis ravi qu'il soit aujourd'hui une réalité. Nous le voulons fédérateur de la production à l'utilisation finale, afin de donner de la visibilité à cette culture incroyable et de développer les débouchés de l'ensemble des produits qui en sont issus. L'interprofession interchanvre, constituée des producteurs et des transformateurs, a pour mission, entre autres, de montrer et de faire connaître les atouts de cette plante. C'est pourquoi elle organise ce premier événement d'ampleur. C'est l'occasion d'affirmer le leadership français tant sur la production de chanvre que sur son utilisation dans le secteur de la construction, mais aussi dans différents types de marchés, comme la plasturgie. Ce leadership, il s'est forgé au fil du temps. Il y a toujours eu des producteurs passionnés qui ont produit, il y a bien des années pour l'industrie papetière, puis ils ont investi dans les outils de défibrage, afin de pouvoir mieux valoriser l'ensemble de leur production, et ils ont mis en place des équipes commerciales et diversifié leur offre. Aujourd'hui, 1500 producteurs cultivent 16 000 hectares de chanvre, 6 usines de défibrage et une dizaine d'unités de circuits courts valorisent l'ensemble de la production française. À cela, il faut rajouter les 1500 hectares de production de semences que la coopérative MPIT commercialise en France et à l'export. Et avec la création d'une structure dédiée à la création variétale, MPIT et la Fédération des producteurs de chanvre devraient conforter leur position de leader au niveau européen, voire mondial. Le chanvre qui nous réunit aujourd'hui accompagne l'homme depuis son origine. Cette plante magique peut être valorisée sur tous les marchés. Je ne vois pas d'équivalent en matière végétale issue de l'agriculture. Un double usage alimentaire et non alimentaire qui répond à nos défis de demain, nourrir l'homme tout en offrant des ressources en biomasse pour remplacer les matières fossiles. Depuis quelque temps, les débats ont lieu sur l'intérêt et l'utilisation de certaines molécules à des fins médicales ou bien-être. La filière participe à ces débats, nous y sommes attentifs, mais aussi vigilants. Mais aujourd'hui, nous nous concentrerons et développerons l'ensemble des activités économiques de la filière française. Celle-ci repose sur la paille, avec la fibre et la chènevotte, essentiellement, ainsi que sur la graine, le chènevis. Le chanvre est une opportunité incroyable pour l'agriculture afin de répondre aux défis environnementaux et industriels. Une prise de conscience quasi mondiale que la croissance au niveau de notre planète ne pourra plus se poursuivre avec le même modèle économique que celui d'aujourd'hui. C'est notre devoir de faire savoir aux industriels qui peuvent se passer des matières fossiles, et certains l'ont déjà compris. Les décideurs politiques français commencent à prendre conscience de ces enjeux. La loi sur la transition énergétique, ainsi que la loi Elan, en témoignent. C'est un bon début, mais nous attendons les engagements plus forts de nos gouvernants, avec des incitations législatives qui doivent se transformer en obligation d'utilisation de ces matériaux verts renouvelables. Un puits de carbone s'offre à nous avec le chanvre.
La future réglementation thermique bâtiment doit nous permettre de valoriser ces atouts du chanvre. Nous devons veiller à la bonification du stockage carbone dans cette future réglementation. Les majors de l'industrie feront tout pour l'éviter. Depuis des années, des millions d'euros sont investis en recherche et développement dans tous les domaines par l'ensemble des membres de la filière, aidés parfois par les collectivités ou en collaboration avec des industriels. Et cela dans tous les domaines, de la construction automobile, en passant par la plasturgie, de l'alimentaire à la cosmétique. L'ensemble des acteurs et les adhérents de l'association Construire en chanvre œuvrent et sécurisent grâce à l'évolution de la réglementation. Ils mettent en place des formations, des démarches qualité et vulgarisent l'ensemble des conceptions d'ouvrages qui font référence. La filière est mature pour développer ces techniques à grande échelle. C'est pour cela que nous demandons, en partenariat avec la filière bois, que le futur village olympique pour les JO 2024 soit réalisé en chanvre. L'ensemble de ce modèle économique répond parfaitement à la demande sociétale. Nous sommes sur un cercle vertueux de la génétique aux produits finis. Si je suis autant convaincu, c'est parce que j'ai appris à connaître parfaitement cette plante que je cultive dans mes parcelles. Je le cultive avec passion et intérêt, car les atouts économiques et éco-responsables de la culture ne sont plus à démontrer. Production française de semences, une plante qui structure les sols, une culture bonne tête d'assolement, bénéfique aux cultures suivantes, qui n'a pas besoin de protection phytosanitaire et peu gourmande en eau. Un process industriel totalement mécanique, une production renouvelable tous les ans et locale, mais aussi une matière première déconnectée des fluctuations des cours mondiaux. Cela est une certaine garantie pour le développement des industriels utilisateurs. Si je suis autant persuadé des atouts de l'utilisation du chanvre, c'est que je vis dans une maison entièrement en chanvre. Cette aventure personnelle me prouve tous les jours qu'il est possible de construire des maisons passives grâce au chanvre. Enfin, dans son éloge sur le chanvre, j'ai retrouvé que François Rabelais, en 1546, lui attribuait le rang de reine des plantes et génératrice de progrès. Non, ce n'est pas une utopie. Et aujourd'hui, l'ensemble des intervenants vont vous le montrer, car la France a développé des savoir-faire uniques. Oui, le chanvre est générateur de progrès, du papier à l'alimentation, de l'isolant au textile, du granulat pour la construction au cordage, de la cosmétique à la médecine. Ses applications sont nombreuses. Il apporte sa pierre à la construction d'un nouveau modèle économique et répond à l'attente sociétale sur le plan économique et environnemental. Merci. Je vais passer la parole à Virginie Le Ravalec, docteur ingénieur à l'ADEME, et qui va nous parler de ses travaux sur l'ACV du chanvre. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous parler de l'environnement, donc d'impacts environnementaux du chanvre, de la culture du chanvre, qui a été donc étudié lors d'une étude sur l'ACV comparative de panneaux de porte en composite. Donc on a comparé un panneau de porte qui était en lin chanvre polypropylène par rapport à un panneau de porte pétrosourcé en ABS. Donc, dans cette étude, on a focalisé au départ sur tous les impacts environnementaux liés à la culture de chacune des ressources utilisées. Donc, notamment, je vais vous parler de la culture du chanvre. Donc, selon Arvalis et Terre Innovia, donc ces deux instituts techniques qui sont totalement qualifiés pour le lin fibre, mais également le chanvre, et ces deux cultures donc présentent des intérêts environnementaux et un certain nombre d'avantages agronomiques non mesurés ou partiellement mesurés par les méthodes de réalisation des ACV. Et donc, je vais vous présenter un certain nombre de qualités donc, pour le chanvre. Donc, tout d'abord, le chanvre, c'est une très bonne tête de rotation. Il favorise les gains de rendement de la céréale suivante. Le chanvre correspond également à l'allongement et à la diversification des rotations. Il a une très bonne résistance à la sécheresse et laisse un sol meuble grâce à son pivot profond.
Il introduit entre deux cultures d'hiver, il rompt les cycles des maladies et des adventices. Donc sa densité de peuplement élevée et sa vitesse de croissance rapide permettent une couverture totale du sol. Le chanvre laisse également une parcelle propre pour la culture suivante, donc sans adventices. Il ne nécessite aucun traitement phytosanitaire en végétation. Et il a besoin de très peu d'intrants, à savoir quelques besoins en azote faibles comparés aux autres cultures agricoles annuelles. Les araignées, les carabidés, qui sont des prédateurs ravageurs des cultures, apprécient particulièrement le couvert haut et dense du chanvre. De plus, le chanvre se caractérise par une absence d'intervention entre le semis et la récolte, ce qui permet de minimiser les impacts environnementaux liés aux activités de l'agriculteur. Toutes les composantes de la plante sont valorisées et ne génèrent aucun déchet, du coup. Donc, on l'a vu tout à l'heure, chêne-vote, etc. Un savoir-faire humain spécifique et non délocalisable des agriculteurs et des chanvrières. Et enfin, le chanvre contribue à maintenir un tissu économique et social en zone rurale autour d'une culture à image forte et positive. Donc voilà un petit peu pour tous les avantages du chanvre en mots. Là, je vous ai mis tous les avantages du chanvre en chiffres. Donc je vais vous laisser les lire, je ne vais pas les expliciter maintenant. Donc ça, c'est l'ICV, les données ICV de la culture du chanvre pour 1 hectare de champ. Donc là, vous avez l'ACV donc de la culture du chanvre. Donc on voit les différents impacts, quelles phases en fait sur la culture du chanvre sont les plus impactantes. Donc on peut voir qu'en prioritaire, les impacts les plus élevés sont liés aux émissions au champ, puis aux opérations agricoles et enfin aux fertilisants. Mais c'est vraiment, donc c'est les 3 plus gros impacts. Donc c'est là-dessus qu'on va pouvoir influer pour essayer de réduire les impacts environnementaux liés à la culture du chanvre. Mais ça reste des impacts très faibles par rapport aux autres cultures. Donc là, comme je vous le disais, les pistes d'amélioration par rapport à la culture du chanvre. Donc tout d'abord, on a une optimisation des apports azotés qui pourrait être faite pour diminuer donc les impacts à ce niveau-là, une simplification du travail du sol et enfin une optimisation de la gestion des cultures intermédiaires. Donc là, je vous ai mis tous les indicateurs d'impact liés. Là, c'est par rapport au panneau de porte composite, donc la différence entre les deux. Pour vous montrer un petit peu les avantages du panneau de porte biosourcé par rapport à l'autre, qui est notamment dû au fait que ce soit à base de fibres chanvre et de lin. Donc on a tout ce qui est vert en gros ou neutre, donc vert c'est impact positif, sans couleur c'est écart non significatif entre les deux panneaux, et en rouge, donc clair et rouge foncé, c'est le panneau biosourcé qui est moins performant. Donc en gros on voit que les 2 endroits où il est moins performant, c'est utilisation des sols, ce qui est assez logique, et occupation des terres, tout va bien. Sur tout le reste, il est soit meilleur, soit identique. Donc là, je vous ai mis un tableau avec les différentes phases des chiffres en fait sur les différentes phases du panneau de production, de culture des fibres, etc. Et donc sur la culture de chanvre, c'est les 3 dernières colonnes. Et on voit que en fait, ça c'est pour voir si on modifie quelque chose dans une des phases, l'impact que ça aura sur l'analyse de cycle de vie global du panneau de porte. Donc on voit qu'au niveau de la culture du chanvre, c'est pas pour ça qu'il ne faut pas l'améliorer, mais il y aura un impact très faible si on continue d'améliorer cette phase, puisqu'il y a déjà très peu d'impacts environnementaux. Donc l'impact, en essayant de s'améliorer, va être très faible sur l'ensemble du panneau de porte, alors que, par exemple, on voit que si on recycle le panneau de porte, par exemple, on a fait un projet récital porté par Ecotechnilin, qui nous a permis de montrer qu'on diminue très très fortement l'impact environnemental du panneau de porte en recyclant les chutes de production. Pour finir, je vais faire un peu de pub à l'ADEME et aux appels à projets. Donc on a plusieurs appels à projets qui sont en cours actuellement sur toute la bioéconomie circulaire, comme je l'appelle. Donc tout d'abord, on a un appel à projet sur l'agriculture et l'industrie agroalimentaire éco-efficiente. La prochaine clôture, ce sera le 13 février, donc c'est très bientôt. Donc si vous avez des projets, n'hésitez pas à m'appeler
et à nous présenter le projet très prochainement. Sur l'appel à projet, on a un autre appel à projet donc sur la mobilisation de la biomasse et production de nouvelles ressources. Donc là, c'est vraiment, par exemple, je prends un exemple au hasard, hein, sur le chanvre. Si vous voulez mettre en place une filière d'approvisionnement de chanvre, une autre filière, n'hésitez pas. Cet appel à projet permet de financer ce genre de structuration de filière sans avoir forcément un marché, une valorisation spécifique derrière avec des marchés spécifiques de transformation du chanvre. Donc c'est vraiment la filière, la structuration, mobilisation de la biomasse. Ainsi que la production de nouvelles ressources, c'est pareil, on ne vous demandera pas, si je ne sais pas, moi, vous voulez optimiser la production d'orties, ou n'hésitez pas. Et enfin, l'appel à projet matériaux et chimie biosourcée, biocarburants avancés. Donc là, ça va vraiment de la production de la biomasse jusqu'à la fin, donc valorisation de la biomasse incluse dans des produits finis. Donc pour l'appel à projet mobilisation de la biomasse, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, la prochaine clôture, c'est le 14 mai. Il y en aura une dernière le 14 novembre. Et pour l'appel à projet matériaux et chimie biosourcée, la prochaine, ce sera le 18 mars et la dernière en septembre. Il y aura sans doute d'autres dates de clôture sur un nouvel appel à projet derrière, mais n'hésitez pas, si vous avez des projets, à venir nous voir très rapidement. Je vous remercie. Merci bien. Bon, je vais appeler maintenant notre animateur et le fil conducteur de notre journée. Donc, je passe la parole à Guillaume Joly. Merci Président. Bonjour à toutes et à tous. Moi, alors, je suis vraiment ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir animer cette journée. Merci aux équipes d'Interchanvre pour m'avoir fait confiance et pouvoir être avec vous. Jean-Claude Daniel, président de Construire en Chanvre et ancien député, je vais commencer cette table ronde avec vous. Première question déjà pour commencer. Qu'est-ce que Construire en Chanvre ? Oui, merci Guillaume et merci aux co-intervenants de faire en sorte que les échanges soient un peu plus vifs que simplement le déroulement des slides. Le premier slide montre finalement un petit historique de 30 ans dans le béton de chanvre. Et j'ai le souvenir de l'époque où avec CEB on se réunissait à Sens, je crois. Ça nous met pas mal d'années en arrière. J'ai donné une première étape, c'est 1998, la création de l'association Construire en Chanvre, avec là aussi un déroulement de la vie de cette association, comme pour toutes les associations, avec des hauts et des bas, avec des difficultés rencontrées sur les réglementations et ce qui s'impose sur l'assurabilité. Rappelez-vous, j'ai le souvenir en 2008, je crois, aux foires de Champagne, à Châlons en Champagne, où réunis avec les clusters belges, wallons en particulier, on échangeait sur les difficultés de la construction en chanvre et en particulier sur le fait qu'il fallait avancer sur l'assurabilité pour les garanties décennales, entre autres. Voilà, il y avait un certain nombre de problèmes de reconnaissance technique. Ces problèmes sont aujourd'hui largement derrière nous. Le travail de Construire en Chanvre a permis d'avancer sur la création des règles professionnelles, sur l'intégration du label Granulat Chanvre dans les règles pro. Et puis on a vu que la construction chanvre s'est à partir de là développée avec toutes les conditions qui font que c'est un mode constructif maintenant qui est connu, reconnu et qui peut donc poursuivre son chemin. Aujourd'hui, l'association est fortement engagée dans un programme Pacte pour de nouveaux livrables sur les règles de l'art de la construction, sur les tests au feu, sur les enduits, sur les propriétés thermiques et sur l'extension des domaines d'application dans les règles professionnelles. Voilà, c'est en quelque sorte le nouvel
aboutissement, mais provisoire, car on va continuer à progresser. On voit bien d'ailleurs que les modes constructifs sont en train de changer aussi pour la construction en chambre, avec en particulier la préfabrication, sur lequel on pourra revenir pour la construction neuve en particulier, mais aussi pour la réhabilitation. Voilà. Vous parliez du programme Pacte, il faut qu'on signale la sous-commission de cet après-midi, avec notamment un point particulier sur ce programme qui sera réalisé donc, durant cette sous-commission. Je voudrais rappeler la vocation en quelque sorte de construire en chambre. Il s'agit de sécuriser la construction en chambre par la création d'ouvrages de référence, de bouquins qui n'ont pas cessé, ce sont les guides pédagogiques, de travailler aussi sur la formation des prescripteurs et artisans, c'est une des clés. Il n'y aura pas de poursuite et de progrès si la formation n'est pas au rendez-vous. Et je souligne que ça concerne à la fois les entreprises, évidemment, mais je pense aussi à la formation initiale et à la formation de tous ceux qui sont les futurs acteurs de la construction, que ce soit la construction en chanvre ou la construction tout court. Il faut effectivement que là, un gros effort soit porté pour que ces nouveaux types de modes constructifs, pour le chanvre et pour les biosourcés en général, se mettent au présent de la formation des jeunes. C'est une des clés certainement sur lesquelles il faudra que l'on échange. Naturellement, on a avancé aussi sur le granulat chanvre et en particulier la labellisation de qualité, et puis sur l'évolution des cadres réglementaires qui vont se poursuivre avec les règles professionnelles. Voilà, aujourd'hui, construire en chanvre, c'est plus de 1000 professionnels formés, c'est 5000 tonnes de chènevotte labellisées utilisées par an, c'est 120 adhérents dont tous les industriels du liant, les professionnels du bâtiment, les architectes, les laboratoires, les artisans. C'est le soutien d'un certain nombre de fédérations, la FFB, la QC, la CAPEB, la DHUP, et la participation active au collectif des biosourcés. Le chanvre ne se développe pas seul, il se développe évidemment avec d'autres partenaires sur le bois, sur la filière bois, mais aussi sur la ouate, sur l'ensemble des biosourcés. Je pense qu'il faut qu'on travaille de manière unie et commune si on veut gagner l'histoire à venir où le biosourcé doit trouver pleinement sa place. Oui, je pense qu'on est convaincus et je pense qu'en effet, de fédérer l'ensemble des forces est important pour qu'on puisse développer ce biosourcé, y compris dans la construction. Je voulais qu'on fasse un petit point notamment sur la partie rénovation, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de construction neuve, de pavillons individuels ou du collectif, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui de l'intérêt du biosourcé, et notamment du chanvre, dans la rénovation. Alors c'est vrai, hein, bon, sur le slide, je le suppose, un certain nombre de données chiffrées vous sont présentées. Ces données chiffrées, elles sont connues de tous. En fait, si on parle aujourd'hui passoires énergétiques, il y a 4 millions à peu près de passoires énergétiques complètes. Et on devrait s'engager pour 2022, disait-on, vers la résolution à 50% de cette problématique. On avance, mais on n'avance pas aussi vite qu'on aurait pu le penser. Il y a toujours des chiffres qui sont lancés sur 400 000 rénovations pour les logements privés, 100 000 pour les HLM, pour le logement collectif par an. Ça ne fait évidemment que 500 000 dans une année. En 4 ans, c'est 2 millions, c'est à peu près la moitié des 4 millions annoncés. Malgré tout, on n'y est pas encore. Et on a du mal à faire avancer ce sujet. Il y a un certain nombre de freins sur lesquels il faudra que l'on revienne. J'ai sous les yeux le baromètre Qualitel Ipsos qui a été publié le 5 octobre 1917.
2017, je retarde d'un siècle. Excusez-moi du peu. Oui, c'est pas grand-chose. Bon, c'est le privilège de l'âge. Bon, ce constat soulignait les 5 plaies du logement: la consommation énergétique, le confort thermique, l'isolation acoustique, la qualité des matériaux, l'aération, ventilation. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Il faut avancer évidemment sur chacun de ces points pour progresser. Je pense que sur les termes de progrès dans la rénovation, il y a 4 points qu'il faut souligner. Informer et sensibiliser le particulier. Informer et sensibiliser le particulier. C'est sans doute la clé principale, parce que la conviction, c'est là qu'elle se trouve. Les difficultés sont multiples. Les gens dans leur logement sont souvent dans des logements devenus peu salubres, voire insalubres, et vieillissent dans leur logement. Et naturellement, les engager dans la rénovation, c'est une difficulté en soi. Il faut qu'ils soient convaincus que c'est utile et qu'ils peuvent le faire. Le deuxième point, c'est penser global. Le troisième, trouver des gains en qualité de vie. Je dis bien en qualité de vie. Ce n'est pas simplement faire des économies de chauffage, comme on dit. Ce n'est pas seulement préserver l'énergie. C'est réellement gagner en qualité de vie. Et le dernier point que je voudrais souligner, c'est que les aides publiques gagneraient à être concentrées sur les populations qui les nécessitent, et aussi en lisibilité, en visibilité et en certitude qu'on ira au bout de la problématique quand on est dans son logement, chez soi, qu'on l'occupe et que l'on voudrait engager des travaux. Voilà, merci pour cet éclairage sur la rénovation, sur ce qui nous reste encore aujourd'hui comme frein, comme challenge à réaliser. Je vous propose pour la table ronde de passer la parole donc désormais au sénateur Gontard, qui est sénateur de l'Isère, architecte et vice-président de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. J'espère que j'ai rien oublié. Voilà. Alors n'hésitez pas au fur et à mesure, bien sûr, à rebondir les uns les autres. Alors sénateur Gontard, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse parler ensemble un petit peu de logement collectif. Là, on était plus sur la rénovation. Peut-être que la rénovation s'intéresse peut-être plus au logement individuel. J'ai envie de vous demander votre avis par rapport au logement collectif et notamment aux besoins de la commande publique qui a trait à ce logement collectif. Oui, peut-être plus globalement, peut-être sur la commande publique, parce que c'est vrai qu'il y a le logement collectif, mais il y a aussi tous les bâtiments qui sont liés à la commande publique, que ce soit dans le scolaire, l'hospitalier, etc. Enfin, tout ce qui concerne la commande publique. C'est vrai que pareil, moi j'ai pas imprimé mes slides et donc je sais pas ce qui passe, mais c'est vrai que j'avais mis sur le premier slide une référence au dernier texte de loi qui fait quand même référence aux matériaux biosourcés et donc qui cible directement le fait et qui stipule qu'il faut utiliser des matériaux biosourcés, qui est la loi de 2015 sur la transition écologique, et donc qui était quand même quelque chose d'important, où le législateur s'est quand même posé cette question-là, et donc dans le texte a clairement stipulé le fait d'utiliser ce type de matériaux, ce qui est important, puisque derrière ensuite sur les marchés publics, ça donne des possibilités déjà de pouvoir utiliser le terme, même si on sait que sur un marché public on ne peut pas pas localiser un matériau, mais par contre on peut le décrire et on peut réellement choisir les types de matériaux qu'on souhaite. Je crois que sur le deuxième slide, je suis allé juste avant de venir, j'ai regardé un petit peu justement les appels d'offres qu'il pouvait y avoir en allant directement sur Internet et ce qui était disponible, et on voit qu'on a des collectivités. Alors je pense que c'est ça que vous voyez, je ne sais pas. On a des collectivités qui font réellement cette démarche
et donc qui ont décidé d'utiliser notamment là, du béton de chanvre, et donc qui font un lot béton de chanvre clairement stipulé, et donc qui orientent directement vers ce type de matériaux. Donc ce qui est intéressant, et ce qui veut dire qu'on a déjà des collectivités qui, à l'intérieur de leur document d'appel d'offres, font cette démarche-là. Ça me paraissait déjà important, c'est que on a déjà enclenché un processus là-dessus. Alors après, il reste beaucoup à faire pour pouvoir promouvoir cette filière-là, mais je dirais en matière générale sur les matériaux biosourcés. Et puis ce qui est intéressant, c'est que sur ces matériaux biosourcés, en général, on est plutôt sur du local, ce qui est le cas pour le chanvre, pour la paille, pour le bois. Même si pour le bois, on peut aller en chercher un peu plus loin, mais en tout cas, on est plutôt en général sur ce type de raisonnement. Et c'est vrai que l'adaptation des marchés publics par rapport à ça, pour justement arriver à localiser, est important. Donc il y a, moi je pense, plusieurs aspects sur lesquels, mais qui ont été dits un petit peu par mon prédécesseur, sur lesquels on peut agir dans les leviers. Je pense qu'il y a tout ce qui est déjà document d'urbanisme, que ce soit PLU, PLH, enfin tous les documents qui peuvent être mis à disposition, sur lesquels c'est vrai que si les pouvoirs publics indiquent clairement l'utilisation de matériaux biosourcés, que ce soit chanvre, paille, comme je l'ai dit, bois, etc. Mais en tout cas que ça soit clairement stipulé avec les possibilités et ce qui peut exister. C'est déjà une première étape. Ensuite, il y a tout l'aspect aussi qui a été dit, formation. Formation et je dirais dialogue entre une filière, entre des entreprises et puis entre des prescripteurs. Alors les prescripteurs publics, mais aussi architectes, bureaux d'études, puisque si tout ce lien-là n'est pas fait, s'il n'y a pas une formation et une entente pour prescrire ce type de matériaux, c'est vrai qu'on n'y arrive pas, quoi. Ou alors on a tendance à aller toujours vers la facilité, puisque c'est vrai que quand on fait un projet, il y a déjà beaucoup de contraintes en termes de coûts, de temps, etc. Et on a tendance à utiliser un petit peu toujours les mêmes choses. Donc c'est vrai que si on a cet accompagnement et cette formation, ça me paraît intéressant. On a un autre aspect, donc je le disais, à travers les marchés publics, en ciblant directement ce type de matériaux. Et puis il y a ce qui a été aussi rappelé, tout ce qui peut être aide et incitation qui peut être fait par les pouvoirs publics, que ce soit au niveau de l'État avec toutes les aides qui peuvent être apportées en matière de rénovation, mais qui peut se faire aussi au niveau local. On a par exemple la DETR, qui est une aide qui est faite par l'État, mais qui est distribuée sur les territoires en direction par exemple des communes. C'est vrai qu'on a un certain nombre de départements, alors pas encore sur le chanvre, enfin, en tout cas pas à ma connaissance, mais en tout cas sur le bois, qui ont mis en place des bonus, c'est-à-dire d'avoir une subvention avec un bonus s'il y a une utilisation par exemple de bois local. On pourrait avoir la même démarche avec justement l'utilisation de matériaux biosourcés, chanvre, paille, bois, qui permet juste d'inciter. Souvent, c'est même pas forcément la question financière, mais c'est que quand le prescripteur remplit son dossier de subvention, voilà, se dit je peux peut-être aller chercher, je peux en plus travailler sur une filière et mettre quelque chose en place. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles clairement le pouvoir public peut agir. Voilà un petit peu sur les différentes choses. Je pense qu'il y avait aussi d'autres choses qui me paraissent importantes. C'est des programmes qui ont été faits à l'échelle locale, qui hélas sont sur la fin et sont en train de s'arrêter, qui étaient les TEPCV et TEPOS, territoire à énergie positive et territoire à énergie positive pour la croissance verte, qui étaient des dispositifs à l'échelle des territoires et qui étaient très intéressants justement pour la mise en place de filières, puisque ça permettait à un territoire de réfléchir sur la transition écologique et donc de réfléchir justement à des filières à mettre en place et à l'utilisation justement de matériaux biosourcés et forcément avec des aides financières. Et avec ces dispositifs, on a eu beaucoup de plateformes de rénovation qui ont été mises en place sur différents territoires, avec pareil des aides à la fois techniques et puis des subventions à la clé, mais qui pouvaient clairement orienter sur un type de matériaux, ou en tout cas accompagner, mais là même des particuliers, sur des types de matériaux, donc par exemple sur le chanvre en termes de rénovation, plutôt que de toujours se tourner vers quelque chose de plus classique, et donc de travailler avec une filière à mettre en place derrière. Donc voilà en fait les différents leviers, la manière
pourrait intervenir ou peut intervenir à la fois le législateur et puis le pouvoir public. Après, on voit bien qu'il y a des freins. On l'a vu avec la réglementation thermique, qui là aussi est quelque chose qui est en train d'évoluer, puisqu'avec les réglementations, la RT 2020 qui va arriver, on voit qu'on a fait quand même un gros progrès, puisque maintenant on parle justement de matériaux biosourcés, et que ça sera un plus, en tout cas l'utilisation de matériaux biosourcés est clairement ciblée, que dans l'utilisation de matériaux, on pense du coup à la fois au bien-être et au confort des bâtiments, ce qui n'était pas le cas dans la RT 2012. Et dans la RT 2012, avec quelques freins justement qui souvent étaient pénalisants pour ce type de matériaux. Autre chose peut-être sur la formation aussi, sur à la fois peut-être les bureaux d'études thermiques, souvent, alors bien sûr pas tous, mais souvent toujours pareil, avec une méconnaissance du matériau, que ce soit pour le chanvre, que ce soit pour la paille, et souvent des difficultés à la fois de le calculer correctement, ces résistances thermiques, et donc de dévaloriser plutôt ces matériaux-là. Donc ça c'est pareil, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut travailler et avancer. Et de la même manière sur les bureaux de contrôle, où on a un certain nombre de bureaux de contrôle, on le voit beaucoup en marché public, où on peut avoir des difficultés qui sont plus liées à une méconnaissance, et qui fait que ces difficultés avancent et on arrive à progresser quand un matériau se met en place, qu'on a déjà eu un chantier, et qui fait que le bureau de contrôle a déjà une connaissance de ce matériau-là. Mais on revient à ce que je disais au début, c'est que forcément, naturellement, on a tendance à aller vers la facilité et à se dire, ça on a déjà fait, on va continuer, quoi. Donc il faut arriver à faciliter. Et je pense que ça passe forcément par la formation, et la formation de tous ces secteurs-là, que ce soit bureau de contrôle, bureau d'études, architecte bien sûr, et puis sur toute la partie administrative, puisque quand on veut prescrire, il faut aussi qu'on ait des appels d'offres. Peut-être redire un mot sur les appels d'offres, il y a aussi l'importance de faciliter aussi, puisqu'on sait que sur des filières courtes, sur l'utilisation de matériaux comme ça, souvent on s'adresse aussi à des entreprises de petites structures. Pas forcément toujours le cas, mais en tout cas, on a plutôt tendance à s'adresser à des entreprises de petites structures, surtout quand on veut rester en circuit court. Et donc c'est vrai que la démarche administrative peut être lourde, repousse un certain nombre d'entreprises. Donc d'arriver à faciliter, simplifier les appels d'offres et les marchés publics en ciblant les choses me paraît important. Là, on est vraiment dans le rôle du législateur qui doit aussi être là aussi pour aider cette filière à se développer. Je retiens aussi beaucoup, on parlait avec Jean-Claude Daniel, cette approche systémique. Je pense qu'il faut bien comprendre que les freins ne sont pas toujours là où on les voit au début, et que si on n'a pas une approche complète sur la filière, y compris jusqu'à la formation, parfois on s'aperçoit que des très très beaux produits qui sont très performants vont pas finalement trouver leur marché parce que les applicateurs sont pas formés. Par exemple, on a le cas de certains produits qui étaient comme ça. Je voulais aussi, alors vous avez fait référence à la filière bois. Est-ce qu'aujourd'hui la filière chanvre dans sa structuration, dans sa composition, dans son approche filière doit s'imprégner de ce qu'a fait la filière bois, doit copier des bonnes pratiques ou des choses? Est-ce que la filière bois a fait des choses finalement qui aujourd'hui pourraient être reprises par la filière chanvre pour l'aider dans son développement? Copier les bonnes pratiques, ça c'est sûr. Il y a pas de... Après, je pense que la filière bois a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a un certain nombre d'éléments qui ont été mis en place et qui sont intéressants. Moi, je peux peut-être plus vous parler, peut-être plus localement, du coup, sur le département de l'Isère, ce qui a pu se faire en matière de développement de la filière bois et du local, puisqu'il y avait une particularité qu'on ne trouve peut-être pas forcément sur le champ, mais qui pose la question des labels et des labels de qualité, de se dire justement à travers un marché public, comment on peut valoriser un bois local, au moins un bois français, mais un bois de certaines régions. Et ça, on sait que la localité, on peut pas l'indiquer. Et donc, il y a eu un certain nombre d'expériences, notamment 2 qui sont assez intéressantes, à la fois le label Bois des Alpes qui a été mis en place, qui est un label qui permet justement de pouvoir l'utiliser dans les marchés publics, qui correspond sur un certain nombre
c'est un secteur des Alpes, avec, voilà, et quand on met ça dans un marché public, on sait qu'on aura à la fois affaire à un bois avec une certaine qualité en termes de séchage, etc., avec plusieurs normes de qualité, et puis aussi des entreprises qui ont ce label aussi Bois des Alpes, dont on sait qu'elles savent le mettre en œuvre, etc. Donc c'est une structuration de la filière qui me paraît importante. Il y a un autre aspect qui a été mis en place, qui est l'AOP, qui est la première AOP forestière, on va dire, AOP sur le bois de Chartreuse, ça date d'il y a un mois, hein, je crois que l'AOP a été acceptée, et qui est aussi une démarche intéressante pour vraiment mettre en valeur ce produit qui va à la fois, puisque l'AOP, ça va à la fois sur la manière de produire le bois, de le couper, de le mettre en valeur, et donc de vraiment valoriser ce matériau-là, de valoriser une région, et aussi derrière de pouvoir plus cibler, puisque à travers un marché public, c'est clair que si on met un bois qui a une AOP, pour l'instant, il n'y a que le bois de Chartreuse, donc on le cible directement. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Donc voilà, c'est des exemples sur des filières qui sont peut-être pas, qui peuvent pas exactement s'appliquer forcément au champ, mais en tout cas qui me paraissent intéressantes parce qu'à la fois ça va vers de la qualité, ça met en valeur souvent en plus un territoire, donc c'est plutôt important. Et puis peut-être dire un mot aussi sur, parce que je l'ai peut-être pas forcément dit au début, l'importance justement des collectivités et de l'État, en fait, de tous ceux qui peuvent construire des bâtiments, puisque c'est vrai que quand on fait un bâtiment public et qu'on utilise et qu'on met en pratique ces matériaux biosourcés, hein, bois, paille, chanvre, c'est vrai que ça a vraiment valeur d'exemple, quoi. Et on le voit très bien sur un territoire quand on a une école, une mairie qui se construit, et qui a vraiment, enfin voilà, qui fait un petit peu vitrine. Derrière, on le voit très bien, on a des gens qui se disent, tiens, on pourrait utiliser aussi ce matériau-là, et on a un effet comme ça, boule de neige. Donc il y a un vrai effet levier aussi par cette exigence qu'on peut avoir en termes de choix sur les marchés publics. Oui, puis les bonnes expérimentations, de montrer la performance de ces matériaux, la performance des bâtiments, l'usage de ces bâtiments, ça va combattre aussi cet effet un peu maison des trois petits cochons qu'on a l'habitude d'avoir en référence sur ces matériaux, et de montrer qu'on est capable de faire de la performance à partir de matériaux biosourcés. Et je pense qu'on en est tous convaincus. Mais c'est par l'expérimentation, par l'exemple, qu'on arrivera à passer ces différents freins. Je vais désormais passer la parole à Frédéric Grimblat, qui est promoteur immobilier, alors, qui est aussi un ancien de la distribution chez Bio Habitat Vie. Voilà. Vous avez un parcours qui n'est pas tout à fait linéaire, mais comme plusieurs d'entre nous, bien sûr qu'aujourd'hui, c'est normal d'avoir de nombreuses activités et de ne pas toujours avoir des choses qui soient complètement tracées. Alors, moi, j'ai une première question aux promoteurs donc, que vous êtes aujourd'hui. Quel est votre intérêt pour la construction chanvre et notamment la construction individuelle? Qu'est-ce qui fait qu'un promoteur comme vous aujourd'hui s'intéresse aux chanvres et a envie de construire en chanvre? Alors, je pense qu'une des premières raisons, c'est que nous sommes de nouveaux promoteurs. L'entreprise est toute récente, elle a 2 ans. Vous l'avez précisé, nous venons du monde de l'alimentaire et notamment de l'alimentation biologique. Donc on avait déjà une prédisposition pour l'environnement. Et avec mon épouse qui est ici présente et qui est mon associé, nous sommes intéressés à la construction qui correspond, après l'alimentaire, à un des besoins primaires pour nous tous. Et on s'est dit pourquoi ne pas construire des maisons écologiques. Alors c'est un petit peu fou. Et maintenant d'ailleurs qu'on est dedans, on est sûr, on est complètement fou. Parce que le monde du bâtiment est assez impitoyable et j'en parlerai tout à l'heure parce que je pense qu'au-delà de la problématique de l'innovation sur le domaine du chanvre, l'organisation aujourd'hui du monde du bâtiment est une des raisons des freins à l'innovation d'une manière générale. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Alors pourquoi la construction en chanvre? On a cherché déjà les labels qui pouvaient exister pour dire qu'est-ce qu'une maison écologique. Et là, grande surprise, il existe une multitude de labels qui ont en général une approche partielle, soit sur la qualité des matériaux biosourcés, soit sur la qualité de l'air. Mais en fait, on n'a pas d'approche globale, comme pour le coup, on pouvait le connaître au niveau de l'alimentation biologique, ou même si le cahier des charges est toujours perfectible, etc. Mais il a au moins l'avantage d'exister depuis plusieurs décennies, et il structure la profession. Il la structure notamment avec une chose qui, pour moi, est essentielle dans le monde du bâtiment et qui manque aujourd'hui, c'est un contrôle par des organismes extérieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut prétendre faire une maison écologique, en gros,
sans avoir vraiment de contrôle, alors si ce n'est sur des labels privés, type label biosourcé, mais c'est un point de faiblesse. Donc, dans ce qu'on a observé et dans nos choix, assez rapidement, on a regardé les ressources qui étaient disponibles en région, puisque notre projet est en Champagne-Ardenne, à côté de Reims. Et assez naturellement, le chanvre étant une des ressources très importantes en région, ainsi que le bois, nous sommes partis sur une organisation de l'enveloppe structure bois, béton de chanvre. Et puis ce qui a couronné le tout, c'est la chance de rencontrer Quentin, complètement par hasard chez Tribala sur un autre sujet. Mais il a fini de nous convaincre. Quand vous avez passé une demi-journée avec Quentin, vous êtes sûr qu'à la fin, vous construisez en chanvre. Mais il en parlera tout à l'heure et il en parle régulièrement. Donc voilà, c'était assez naturel pour nous d'aboutir au chanvre. En revanche, la démarche est maintenant qu'on tape dans le dur, c'est-à-dire dans les permis d'aménager, les permis de construire. Je peux vous dire, sénateur, qu'entre les déclarations politiques, les volontés et ce vers quoi on est confronté au quotidien avec les instructeurs de permis de construire ou les gens qui ont rédigé les PLU, là on rentre dans la vraie vie et c'est sacrément compliqué. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut être complètement fou pour entrer dans cet univers. Mais on ne va pas lâcher prise. Donc aujourd'hui, nous en sommes à la phase de chiffrage de 4 maisons pilotes, puisque le projet comporte une quarantaine de maisons au total. 4 maisons pilotes dans un petit village près de Reims, et ensuite un écoquartier de 34 maisons, où notre démarche a essayé de globaliser le projet sur sa dimension écologique, c'est-à-dire l'enveloppe, le choix des matériaux biosourcés, gérer la qualité de l'air, l'autonomie énergétique, l'autonomie au niveau de l'eau, en tout cas, même si elle est partielle, mais cette autonomie énergétique fait partie des volontés aussi de progrès. Et on va même jusqu'à prévoir une partie d'autonomie alimentaire, puisque l'objectif est de convertir une partie des espaces verts en maraîchage biologique. Voilà, donc un projet assez global qui intègre les matériaux biosourcés et le chanvre, qui a une part prépondérante, et avec les acteurs régionaux, qui sont la chanvrière ou sur la partie structure bois. Donc on essaye de faire travailler aussi évidemment les acteurs locaux pour être dans une logique de circuit court. Là aussi c'est pas toujours simple parce qu'il n'y a pas toujours, là on a la chance d'avoir et la matière et les compétences, mais on n'a pas toujours la chance, et notamment sur la mise en œuvre, ça a été évoqué tout à l'heure, c'est un vrai sujet. Et trouver des artisans, des entreprises qui sont motivés sur le sujet, c'est un vrai challenge. Et j'élargis un petit peu le débat au-delà du chanvre, puisqu'on va en parler toute la journée. Je disais tout à l'heure, je pense qu'un des freins à l'innovation, c'est l'organisation du bâtiment dans son ensemble. Pourquoi ? Parce qu'on a un regard encore neuf sur ce métier. On voit que la construction d'un bâtiment, qu'il soit public, qu'il soit privé, qu'il soit collectif ou individuel, est extrêmement complexe puisqu'elle fait intervenir une multitude d'intervenants. Et vu de l'extérieur, avec notre regard tout neuf, on a le sentiment que la gestion de l'information, je parle bien de la gestion de l'information, quand on parle des architectes, des bureaux d'études et la mise en œuvre, est un des points de faiblesse. Et on a l'impression de travailler, pour nous qui venons d'autres univers, notamment de la distribution, avec 15-20 ans de retard sur la gestion de l'information. On en est encore à travailler au papier, sur des réunions de chantier, et après avoir fait de gros travaux, des beaux plans avec les bureaux d'études et les archis, à dire un peu plus à droite, un peu plus à gauche au final. Ça paraît complètement délirant, mais c'est quand même la réalité qu'on est en train de vivre en partie sur un premier chantier. Donc je pense que la gestion de l'information est une voie de progrès, mais pour l'ensemble du bâtiment, pour permettre l'innovation, parce que le sénateur le disait tout à l'heure, c'est un monde compliqué où l'innovation a du mal à percer, mais parce qu'on a le sentiment de subir au quotidien. C'est-à-dire que chaque réunion de chantier, on essaye de régler les problèmes de la semaine dernière et on ne travaille pas sur l'avenir. Et quand on subit de cette manière, on a du mal à accepter, à faire entrer l'innovation. On va au plus simple. Quand je dis on, c'est l'ensemble des acteurs. Vous disiez sénateur tout à l'heure, au final, on finit par aller à ce qui est le plus simple dans ce qu'on a l'habitude de faire. Et c'est pour nous qui avons un regard encore une fois neuf, mais ça ne va pas durer, parce qu'on va être dedans et on sera comme tout le monde, mais c'est un frein essentiel dans cette gestion de l'information, c'est un frein à l'innovation. Voilà un petit peu c'est un peu long par rapport à la question posée, mais ça me paraissait important d'élargir le sujet. Non, mais vous avez complètement raison. Alors, ce que j'entends, c'est qu'il y a un vrai frein au changement. Il faut aussi revoir les modes de fonctionnement dans le bâtiment si on veut être efficace et être efficace au niveau filière, local, et pouvoir fédérer autour de nous les artisans, les différents acteurs, les différents corps de métier. Alors, comme on ne va pas changer le monde en 10 ou 15 ans, je pense qu'un des moyens pour pallier à ce souci, c'est effectivement de passer par la formation, notamment des artisans qui sont très loin de ces préoccupations. Et quand on a isolé quelques entreprises très motivées sur le sujet, c'est assez compliqué de coordonner tout le monde autour de ce projet. Alors, c'est ce qu'on essaie de faire et puis on ne baisse pas les bras. Mais ça ne paraît pas simple du tout, c'est clair.
Et donc il faut intégrer les CFA, il faut intégrer tous les acteurs de la filière pour être sûr que dès les premières formations, aujourd'hui, les biosourcés soient aussi travaillés que les matières historiques en fait. Oui, ça, je pense que c'est un travail de très long terme et qu'il faut faire. Il ne faut pas l'épargner pour travailler et préparer l'avenir. Je pense que plus immédiatement et peut-être de manière plus efficace, il y a un gros travail de sensibilisation à faire auprès des archis et des bureaux d'études, qui là aussi sont pour la plupart très loin du sujet. Là, on a pu faire un exercice concret avec Quentin et avec l'aide de Quentin convaincre notre architecte, puisque Quentin intervient pour nous en assistance maîtrise d'ouvrage. Il a pu convaincre l'archi, mais je pense que s'il n'avait pas été à nos côtés, ça aurait été très compliqué. Parce que là aussi, pour les architectes, pour les bureaux d'études, il y a des habitudes, il y a des matériaux, il y a des fournisseurs qui sont utilisés. C'est beaucoup plus sécurisant parce que le métier est complexe. Mais on n'a pas le choix. Il faut taper dans la butte si on veut changer les habitudes. Ouais, et puis il faut aussi sécuriser les assureurs. C'est toute la chaîne, bien sûr. Alors aujourd'hui, on le voit. Alors c'est un des freins, mais quels sont pour vous finalement les plus gros freins encore à lever aujourd'hui? Parce qu'on a l'impression qu'on en a levé déjà un certain nombre. Qu'on est dans le concret, qu'on commence à avoir des maisons individuelles, vous en êtes la preuve. Mais qu'est-ce qui aujourd'hui reste encore les freins les plus importants et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on arrive à lever pour vraiment qu'on ait un développement massif de cette activité? Il y a une première partie qu'on a évoquée tout à l'heure, la partie réglementaire. En tout cas, ce n'est même pas forcément le cadre réglementaire, c'est une formation aussi des instructeurs des permis de construire ou des permis d'aménager, plus largement pour faire évoluer les mentalités, même si on n'a pas rencontré de gens qui étaient obstinés, qui étaient fermés. C'est un problème de pédagogie, là aussi à faire à tous les étages en fait. Ensuite, je vais être un peu provocateur, mais volontairement. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui le prix de la maison est un frein? Alors j'allais y venir, je vous répondrai dans quelques semaines, puisqu'on est en phase de pré-chiffrage sur 4 maisons types, avec des entreprises à la fois bienveillantes et puis qui veulent bien investir un petit peu de temps sur ce pré-chiffrage. Et d'ici quelques semaines, on verra si notre projet est viable ou pas, tout simplement. Donc, très honnêtement, on n'est pas certain de pouvoir aller au bout, puisqu'il faut qu'on reste quand même dans des prix de vente qui soient raisonnables par rapport au marché. Et là, on est dans cette phase d'incertitude. Et déjà là, pour motiver les entreprises à faire les pré-chiffrages, c'est tout un poème. Notamment parce que dans le projet, grâce à Quentin, on imagine travailler en préfabrication, en atelier. Donc, il faut trouver des opérateurs de taille assez significative et puis qui acceptent d'investir un petit peu de temps et un peu de moyens pour faire, j'espère, ces 40 maisons. Oui, puis on est juste bien sur la clochette. Et juste après, il faut qu'on s'entende aussi au prix, parce qu'il y a le prix d'achat et puis il y a le prix d'usage. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais. C'est aussi de voir peut-être les économies qui sont réalisées par ces maisons avec des matériaux peut-être plus respirants, etc. etc. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à chiffrer et qui ne sont pas toujours le plus facile à chiffrer. Mais il faut à la fois réussir à le chiffrer, il faut surtout modifier, en tout cas faire évoluer l'esprit du consommateur ou de l'acheteur, du futur acheteur de la maison, pour intégrer ces notions. Autant, je pense, dans les voitures, dans l'automobile, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de coût d'usage parce qu'il y a l'habitude de la location, l'habitude maintenant du covoiturage. On est dans cette notion d'usage. Je pense que dans l'habitat, on n'y est encore pas, notamment lors d'une acquisition. Donc, c'est des critères, évidemment, qu'on a prévu d'intégrer. Là aussi, il va falloir faire de la pédagogie auprès des futurs acquéreurs. Bien sûr, mais en fait, c'est vrai qu'on le dit régulièrement. Aujourd'hui, vous achetez un téléphone, vous achetez une voiture, vous achetez un appareil électroménager, vous avez une notice avec. Vous achetez une maison, vous n'avez pas de notice avec la maison. On ne dit pas comment il faut chauffer, comment il faut l'utiliser, votre maison. C'est ça aussi, il faut aussi essayer de sensibiliser ou d'accompagner le consommateur dans l'utilisation de sa maison. Ouais. Merci. Alors on va passer la parole désormais à Quentin Pichon. Alors, on a bien compris que vous étiez en relation et que Quentin était l'homme de la situation et qu'il fallait toujours l'avoir à côté de soi. Alors Quentin, qui est ingénieur architecte, gérant de l'agence d'architecture et d'ingénierie en éco-construction CANIA. J'espère que j'ai pas fourché. Alors Quentin, moi la première question, je vais vous poser, parce que j'ai bien compris que vous étiez le premier sensibilisé et vous arrivez à sensibiliser les autres. Mais comment vous êtes arrivé dans le champ ? Enfin, c'est quoi votre parcours et qu'est-ce qui fait que un jour vous avez dit voilà, la construction en champ, moi j'ai envie d'y aller et j'ai envie de faire des choses?
Bonjour à tous. C'est assez simple. Au début, je suis tombé dedans. Alors, ça fait pas si longtemps, hein, ça va faire 7 ans à peu près. J'ai eu l'occasion de faire un chantier participatif et de mettre la main à la pâte, hein, grosso modo. Et je le remercie, il n'est pas présent aujourd'hui, mais avec l'ancien président de Construire en Chanvre, Jean-Marc. Et c'est vrai que je me suis dit, j'étais encore étudiant à l'époque, c'est un matériau qui est extrêmement simple de mise en œuvre. Et je me suis rendu compte après, c'est aussi extrêmement simple en conception. Et puis après, au fil du temps, m'y intéressant et en travaillant avec l'association Construire en Chanvre, notamment, et tous ses membres, et j'ai pu découvrir aussi toute la littérature scientifique sur le sujet et me rendre compte qu'en fait, aujourd'hui, en tout cas à ma connaissance, je ne connais pas de matériaux qui puissent répondre à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer sur un bâtiment, que ce soit en conception, que ce soit en chantier, que ce soit dans l'usage du bâtiment et sa maintenance, et également sur les problématiques d'acoustique, de tenue au feu, de résistance aux rongeurs, de tout ce qu'on peut rencontrer comme problématique dans le bâtiment. Donc voilà un peu le parcours de base. Alors, en tout cas, c'est bien vendu, hein, ça, il n'y a pas de souci. Un petit point, on en a parlé pas mal aujourd'hui, déjà du frein, mais je voudrais qu'on revienne sur la réglementation, parce que c'est notamment des choses aujourd'hui sur lesquelles vous avez une forte implication. Et de voir comment on peut aujourd'hui faire évoluer cette réglementation afin de montrer aujourd'hui de façon globale que de construire en champ, le champ, c'est le produit Mira, comme vous l'avez cité, et qui doit intégrer un ensemble assez grand de construction. Alors avant de parler de la réglementation, je voudrais rebondir sur les appels d'offres publics dont vous avez parlé, monsieur le sénateur. Moi, je connais plus la région dans laquelle je suis, c'est les Pays de Loire. On fait avec mes collègues, on a une inscription sur des sites comme la Centrale des Marchés, etc. Pour ceux qui connaissent, on reçoit, en fonction des mots-clés qu'on cite, on reçoit des appels d'offres, que ce soit entreprise ou maîtrise d'œuvre, avec le mot-clé biosourcé. Et sur le mois de janvier, là, on a fait le bilan, il y en a eu un appel d'offres qui est sorti côté entreprise. Et c'est déjà pas mal, hein, c'est mieux que zéro. Mais par rapport aux centaines d'autres marchés, on est largement inférieur à 1%. Et du coup, je rebondis là-dessus. Là, c'est plus la partie où moi, les maîtres d'œuvre ou prescripteurs peuvent avoir un apport. C'est finalement alors je sais pas quelle photo vous voyez, mais il doit y avoir un ou deux bâtiments au-dessus qui sont des marchés publics et qui n'avaient aucune demande sur le biosourcé, que ce soit le chanvre ou même le biosourcé en général. Donc nous, ce qu'on fait avec les collègues, hein, on regarde le programme qui a été écrit par l'assistant maîtrise d'ouvrage public de la collectivité. On regarde le budget et puis on voit à la louche, si en y répondant, si on peut faire rentrer du chanvre là-dedans. Et donc un des bâtiments là notamment, donc c'était pas du tout la demande, le chanvre est rentré dedans et on est même moins cher que le budget global qui était alloué à l'opération. Donc du coup je parle un peu des coûts en même temps, mais ça montre que sur des projets d'une certaine taille, on peut faire passer le chanvre et c'est pas forcément plus cher. Et sur l'aspect réglementation, pour répondre à la question de base, aujourd'hui il y a des règles professionnelles. Alors il y a une sous-commission cet après-midi où on rentrera un peu plus dans le détail. Des règles professionnelles qui font, alors c'est un autre nom que le DTU, mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut rappeler aux bureaux de contrôle, aux assureurs, aux maîtres d'ouvrage et à tous les professionnels du bâtiment qui s'intéressent au chanvre, il faut leur rappeler que c'est une technique courante. Aujourd'hui, c'est reconnu par le système normatif français comme une technique courante, donc assurable avec décennale, que ce soit pour le prescripteur, pour le bureau d'études, pour l'entreprise. Donc normalement, c'est plus un sujet, normalement, je dis, parce que forcément, il y a toujours, c'est un des freins aussi à la filière, au développement de la filière dans la construction, c'est la méconnaissance sur le matériau et donc tout de suite l'a priori, entre guillemets, négatif, défavorable, de penser « ah oui, je connais pas, donc c'est qu'il y a un loup ». Principe de précaution. Ouais, Exactement. C'est toujours le frein le plus important. Et puis, il faut qu'on arrive à faire prendre conscience qu'on peut faire de la performance, on peut être performant du point de vue économique en termes de prix avec ces matériaux. Et il faut qu'on arrive à leur montrer ce qu'on sait faire. On parlait donc juste avant de l'intérêt de la préfabrication, et notamment pour gérer peut-être plus facilement tous ces corps de métier qu'on est obligé d'essayer comment je pourrais dire ça simplement, d'essayer de faire le chef d'orchestre de tous ces corps de métier sur place. Si on les fait en préfabrication, est-ce que c'est peut-être un petit peu plus facile
Comment vous voyez les choses par rapport à la préfabrication? C'est vraiment aujourd'hui le système de demain, c'est ce qui va se développer dans la construction en champ ou ça restera anecdotique? Non, c'est un des systèmes de demain, mais dans la construction en général, parce que finalement, les demandes, peu importe la taille du projet, il faut aller vite, parfois du coup trop vite, donc on n'a pas le temps forcément de faire bien les choses, que ce soit en conception ou en réalisation. L'un des bâtiments que vous voyez, étude plus réalisation, ça a été tenu en 13 mois. Et 13 mois, c'est n'importe quoi, mais il a été fait en préfa, donc ça a permis de gagner quelques semaines quand même. Et du coup, sur la préfabrication, moi je vois, il y a Christophe Lubert qui est au fond de la salle, donc on avait travaillé ensemble là-dessus, et l'idée c'était de répondre, mais aux mêmes problématiques que dans les autres filières, c'est pouvoir faire du béton de chanvre n'importe quand dans l'année, donc qu'on soit en hiver, qu'il pleuve, qu'il vente, ou qu'on soit à la belle saison. Donc contrôler la météo et pouvoir gagner du temps sur le planning aussi, c'est-à-dire qu'en parallèle, quand on construit une usine, le chantier peut avancer de l'autre côté sur les lots superstructures, gros œuvres, charpente primaire, enfin voilà, tout ce qui vient avant le béton de chanvre. Et donc oui, sur des projets d'une certaine taille où on va avoir sinon une répétition de modules similaires, comme en logement individuel avec toute une série de maisons, oui c'est pertinent, je le pense, et même si on peut penser qu'on va perdre un petit peu le côté entre guillemets traditionnel et manuel du matériau, parce qu'à la base ça a commencé le béton de chanvre à la main entre guillemets, ça permet quand même d'ouvrir des marchés et de mettre le matériau dans des marchés de très grosse ampleur qui de toute façon vont se faire, et s'ils se font pas en chanvre, ils se feront vraisemblablement avec d'autres filières beaucoup plus impactantes niveau carbone et autres impacts. J'entends votre côté très optimiste, on l'entend tous et on est bien conscient. C'est quoi aujourd'hui votre vision de l'avenir? Bon, ça fait 7 ans que vous êtes visiblement impliqué dans le dossier. Qu'est-ce qui va se passer demain? Et qu'est-ce qu'on va faire en construction chanvre demain? Là-dessus, moi, puis c'est pas que moi, mes collègues aussi, on est dans la même tranche d'âge. On a de la chance parce qu'on arrive à un moment où il y a un tournant dans le bâtiment. Et on arrive, nous, avec notre bagage assez jeune et notre vision sans trop de recul sur tout ça. Mais au final, tout le travail qui a été fait avant par tous les membres de Construire en Chanvre et tous les partenaires et voilà, tout ce réseau, depuis 25-30 ans, même depuis 86, on peut dire, qui est la première maison où on peut parler du fait qu'il y ait du béton de chanvre dedans. Tout ce travail qui a été fait en amont, aujourd'hui, là, les réglementations, les pouvoirs publics, les normes, tout ça est en train d'évoluer et pousse, enfin on l'espère, moi je l'espère, à l'utilisation de ces matériaux. Donc la vision sur l'avenir, elle est plutôt très positive. Hein. Je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais la filière chanvre, pour celle que je connais, c'est grosso modo les quantités de chaînes vote labellisées bâtiments vendus chaque année, elles sont en croissance de 15-20% par an. Alors on part d'un chiffre tout petit, donc forcément là aujourd'hui le chiffre global paraît pas énorme, mais la marge chaque année, elle est assez importante. Donc je suis plutôt positif dessus, mais je crois, là c'est plutôt un regard critique, je crois plus à tous les acteurs sur le territoire, artisans, prescripteurs, maîtres d'œuvre, toutes les entreprises quelconques à elles, et aussi industriels, chanvriers ou producteurs de la matière première du liant pour faire le béton de chanvre, plus dans leur pouvoir à eux à développer sur le territoire que sur des évolutions de réglementation, là, pour bien connaître et être au cœur de la future, de ce que va peut-être être la future RT 2020. J'ai un peu moins d'espoir dessus, mais ce sera un débat pour un autre jour. Oui, on en reparlera un petit peu plus tard. C'est peut-être des choses qu'on pourra aussi parler dans la sous-commission de cet après-midi. Si je résume un petit peu vos propos, c'est dans ce que j'entends, c'est que la construction chanvre, à la fois on en parle dans la rénovation, on en a parlé avec Jean-Claude Daniel, on en parle dans le logement individuel, le logement collectif. Il faut qu'on travaille sur la réglementation, il faut qu'on travaille sur la sensibilisation, on travaille sur la formation, que ce soit initiale ou sur la formation des artisans. Il faut qu'on travaille sur les labels. Il faut qu'on continue à faire de l'expérimentation, il faut qu'on continue à fédérer dans notre sillage l'ensemble des acteurs. Finalement, je me dis qu'en fait tout ça a démarré. Finalement, ça fait des années qu'on en parle. Et là, on est parti. Là, ça décolle. On commence à avoir des constructions, d'expérimentation. Et maintenant, voilà, il faut que ça continue. Et on le voit avec Quentin et tout le dynamisme que ça vient. Il y a des travaux là qui vont être réalisés avec
On parle notamment des choses pour les JO de 2024, ou avec des constructions en champ, etc., où il va y avoir des chantiers qui vont là, être vraiment très intéressants et qui vont montrer tout l'intérêt de cette construction en chanvre. Alors, je vous remercie pour cette première table ronde. Ce que je vous propose, alors, c'est vrai qu'on a l'écran en dos, je vais me permettre de me lever parce que c'est le moment des questions. Alors, je ne sais pas si vous avez beaucoup tweeté, beaucoup posté. Je ne sais pas si on a déjà quelques questions qui reviennent. Oui, quel pourcentage d'avancement global peut-on considérer à ce jour sur la validation, reconnaissance technique des biomatériaux à base de chanvre dans le domaine de la construction ? #innovation, #conduite du changement. Il y a tout dans la théorie, puisqu'il y a la technique courante et les documents normatifs qui sont faits pour. Quand on prend, qu'on soit artisan ou maître d'œuvre ou autre bureau d'études dans la filière construction, on souscrit à une décennale. Donc on va avoir un assureur quelconque, la Mutuelle des architectes français, la MMA, peu importe, tous ceux qui existent, qui sont membres de la Fédération des sociétés d'assurance françaises. Et dans les contrats, on voit à chaque fois une petite ligne avec marqué vous allez faire des procédés sous avis technique, sous DTU ou sous règles professionnelles validées. Alors par la C2P, je ne rentre pas dans le détail, mais soumise au retour d'expérience, validée, et qui vous donne le droit d'être en technique courante. Ça, c'est la théorie, donc vous signez et ça montre que vous êtes assuré pour. Seulement sur le terrain, après la théorie, il y a la pratique, et là, vous tombez 9 fois sur 10 sur des personnes, alors que ce soit assureurs ou mais plutôt bureau de contrôle, sur des plus gros projets, ou même des artisans ou applicateurs ou autres qui vous disent « Ah, non, ça n'existe pas, on ne peut pas le faire ». Alors qu'en fait, si, on peut le faire. Merci. Alors c'est vrai que c'était pas facile la première. Alors la seconde, elle sera peut-être plus facile. En tout cas, elle est plus courte. Quel niveau d'autonomie énergétique pour les maisons pilotes passives ou actives ? Je vais pas dire que c'est plus facile qu'avec d'autres systèmes, mais si on parle du standard passif, donc avec les systèmes de calcul, PHPP, etc., où on va vérifier l'étanchéité à l'air, les consommations, on fait toute la théorie qui va en conception, que ce soit en béton de chambre ou un autre matériau. Si on a une bonne conception et une bonne enveloppe et que le travail a été bien fait, on peut faire des logements passifs. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Avec le béton de chambre, là, par contre, dans la pratique et dans la réalité de la vie du bâtiment, c'est plus facile, puisqu'on a un matériau qui est à isolation répartie. Donc c'est un monomasse, il est sur une seule épaisseur. Donc on n'est pas sur juste un isolant simple qui, une fois qu'il a été échauffé, commence à rayonner. Donc sur le confort d'été, parce qu'on parle surtout dans le passif du confort d'hiver, de dire qu'il faut les consommations de chauffage les plus faibles, mais l'enjeu de demain, ça va surtout être le confort d'été de plus en plus. Et là, on a un matériau qui y répond plutôt très favorablement. Donc là-dessus, oui, Banco, c'est plus facile. En tout cas, merci à tous les quatre. Merci d'avoir joué le jeu des questions qui arrivaient sur les réseaux sociaux. C'était la première, mais ça sera le cas de toutes les tables rondes. Je pense qu'on peut les applaudir.